émission radiophonique. Les révolutionnaires planétaires. Avec votre animateur, Alexandre Timon. Bonjour à vous tous. Dans cette émission, on va explorer un nouveau système que j'ai établi, la classification universelle probabiliste du savoir. Bon, dans cette émission, on va comparer les connaissances selon leur niveau de probabilité afin d'établir un système qui permettrait finalement d'atteindre un peu plus de vérité dans nos connaissances en général de l'humanité. Parce que depuis que l'humanité existe, on a établi énormément de connaissances dans différents domaines, que ce soit dans les sciences sociales, les sciences pures, que ce soit dans les religions, la théologie, la philosophie, la psychologie, la sociologie, la biologie, la chimie, la physique, la médecine, etc., la météorologie, la géographie, la planétologie. Donc, toutes ces connaissances-là, on peut les soumettre à un système de validation avec certains critères qui vont nous permettre de savoir si l'information, chaque information prise individuellement, peut être considérée comme étant vraie ou fausse, avec un certain degré de probabilité. Parce que si on se fie, par exemple, à la théorie de l'incomplétude théorique, ça dit en fait qu'aucune théorie peut être parfaitement réelle à 100%. Les théories, même les formules mathématiques qu'on essaye de coller sur le monde, de calquer sur la réalité, même ces formules-là n'expliquent toujours qu'une portion du réel. Ils ne peuvent pas expliquer complètement la réalité. Car il ne faut pas oublier que avec une théorie, c'est une approximation explicative de la réalité. Avec une théorie, une théorie, peu importe l'affirmation, on essaye d'expliquer le réel, mais comme ce qu'on essaie d'expliquer, comme je le dis souvent, on essaie d'expliquer l'univers. Et puis l'univers, lui, est infini, donc tu ne peux pas expliquer l'infini avec seulement un concept, avec une phrase, avec une formule mathématique, ça va toujours être incomplet par défaut. Même si on possédait la théorie de mathématiques physicaliste du tout, puis qu'on pourrait faire des prédictions autant sur le déplacement des planètes dans l'univers, autant sur avoir une certaine prédictibilité sur les phénomènes subatomiques au niveau de la physique quantique, ça resterait que ça serait juste une théorie. Elle ne pourrait pas expliquer l'entièreté de tous les phénomènes dans tous les mondes possibles. Les extraterrestres, si on le soumettait, cette théorie-là, pourraient la valider en partie, mais il y aurait sûrement une théorie encore plus perfectionnée, plus précise. Parce qu'ils auraient travaillé, eux autres, sur des millions d'années, et non pas comme les humains, mettons, sur quelques centaines d'années. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi cette théorie-là m'est venue en tête. C'est qu'à différentes époques de ma vie, j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis des fois, tu sais, je trouvais qu'il y avait certaines idées que je me disais, bon, ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est... Tu sais, par exemple, n'importe qui, on peut se demander est-ce que les fantômes existent? Est-ce que les anges existent? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le Père Noël existe? Tu sais, c'est tous des concepts, finalement. C'est toutes des idées qui font partie du monde des légendes, de l'imaginaire, ou qui font partie du monde réel, qu'on pourrait observer, on pourrait filmer un fantôme, on pourrait en mettre une petite portion dans un bocal pour l'observer en laboratoire. Est-ce que les idées qu'on a, c'est seulement de l'ordre de l'abstrait, de l'invention finalement, ou est-ce que ça a une vraie consonante dans la réalité physique? Et puis c'est ça, j'ai rencontré différentes personnes qui me présentaient différents arguments, sauf qu'à un moment donné, j'ai rencontré un individu qui me disait tellement de fausses théories, à mon avis, dans une simple discussion, que je me disais, ça se peut pas, là, t'sais. Lui, où est-ce qu'il a pris ces informations? T'sais, chaque affaire qu'il me racontait, je me disais, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Fait que je me disais, comment qu'un individu à notre époque, dans les années 2000, peut accumuler autant de fausses informations sur la réalité, peut s'expliquer le monde avec autant de théories farfelues qui n'ont aucune répercussion sur le réel? Comment cette personne-là peut
être complètement dans le champ, finalement. Par exemple, la personne croyait à la Terre plate. Après ça, la personne croyait qu'on avait été fait par des extraterrestres. On avait été créé par des extraterrestres. C'est sûr que c'est plus glamour, c'est plus sexy se dire qu'on vient des extraterrestres, qu'on vient des singes, c'est bien normal. Sauf que si on n'est pas créationniste, on ne pense pas qu'un Dieu nous a créés, ou qu'on n'est pas convaincu que ce soit les extraterrestres, ben là, il reste juste les primates finalement. Puis les primates, ben malheureusement, les probabilités vont vers ça parce qu'on a 1,3% de proximité génétique avec le chimpanzé. Comme je le dis souvent, 97% avec l'orang-outan, etc. On vient du monde des primates. On est dans la branche des grands primates. Fait que c'est ça qui est le plus probable. Le gars, après ça, il me disait que il y avait une grosse ville, une grosse base lunaire, où les humains les plus riches, là, les grands leaders mondiaux étaient cachés en arrière de la Lune, sur la face obscure de la Lune, puis que là, ils contrôlaient la planète à partir de là. Tu sais, toutes sortes de faussetés comme ça, une après l'autre. Tu sais, peut-être que c'est vrai, sauf que la probabilité que ça soit vrai est tellement faible que c'est probablement pas vrai. Après ça, le gars, il me disait que le World Trade Center, c'était des hologrammes, dans le fond, qu'il n'y avait pas vraiment des avions qui avaient tombé dedans, c'était pas les vrais taux, etc., etc., etc. C'était toute une grosse toile d'araignée de fausses connaissances que le gars, lui, s'était tout tissé ça dans sa tête, puis finalement, il en venait qu'à tout se faire des explications là-dedans, mais je suis certain que s'il aurait non seulement juste essayé de valider une de ses théories, ben, il n'y en aurait aucune qui aurait été capable de valider parce que c'était juste des théories conspirationnistes. Mais moi, je ne suis pas contre le fait que des gens remettent en question sans cesse les connaissances, un peu comme le doute hyperbolique cartésien, qu'on peut douter de tout à toutes les époques, là. Parce que du moment qu'une nouvelle information qui est remise à jour ou qui est inventée ou qui est remise sur le tas de la connaissance de toute l'humanité au complet, ben, par défaut, il faut la remettre en question. Donc, même si c'est une théorie conspirationniste, ben, on peut se poser la question. Donc, si quelqu'un en viendrait à dire à un moment donné, bon, l'homme n'a pas été sur la Lune, bon, OK, on peut remettre ça en question, OK, ça aurait peut-être été fait en studio, sauf que là, après ça, si on regarde comme il faut, les différents voyages qu'il y a eu, il y a eu 6 voyages vers la Lune, et puis dans ces voyages-là, à un moment donné, ils mettaient des petits miroirs au sol, qui sont des miroirs où est-ce que, dans le fond, ils réfléchissent la lumière dans toutes les directions, comme les petites lumières, les réflecteurs qu'on a sur les vélos, peu importe de quelle direction que la lumière d'une voiture va éclairer le réflecteur, eh bien, à ce moment-là, le conducteur de l'automobile va pouvoir, il va voir un flash brillant, ce qui va localiser la position du cycliste. Eh bien, ils ont installé ça, les astronautes, sur la Lune, des petits miroirs comme ça, dans le but, finalement, par la suite, d'envoyer un rayon laser vers la Lune à partir de la Terre, dans les grands centres d'observation astronomique, puis afin que la lumière du laser revienne ensuite sur la planète Terre. Puis comme on connaît la vitesse de la lumière, à ce moment-là, on pouvait faire une évaluation sur la distance de la Lune. Et puis là, la première fois qu'ils ont apporté des petits miroirs, ben finalement, il était trop petit, fait qu'il y avait de la misère à le viser avec le laser. Mais sur d'autres missions, par la suite, ils ont amené d'autres miroirs, dont un grand miroir qui, lui, finalement, il a réussi à être capté par le laser. Et puis, depuis ce temps-là, il y a différents observatoires sur la planète qui vont mesurer la distance de la Lune en temps réel et puis être capable de voir, là, à quelques dizaines de centimètres ou mètres près, afin de savoir si notre astre se rapproche ou s'éloigne de la planète Terre dans son orbite. Donc, ceux qui disent qu'on n'a pas été sur la Lune, ben dans le fond, ils ont juste à voir pourquoi que finalement on est capable de mesurer la distance Terre-Lune, et puis c'est à cause des lasers qui pointent sur le miroir, les différents miroirs qui sont installés sur la Lune. Donc, tu sais, c'est facile à démonter comme théorie, mais c'est pour ça. Fait que les théories conspirationnistes, en soi, c'est pas mauvais d'en générer à toutes les époques, sauf que ceux on s'aperçoit finalement, bon, qui n'ont pas assez d'éléments de véracité, ben on peut les invalider graduellement, puis dire, bon, mais s'il y a quelqu'un, il y a un grand mouvement qui prétend que la Terre est plate, puis il y a
toutes sortes, il y a un faisceau de preuves qui nous démontrerait le contraire, mais à ce moment-là, les platistes, finalement, on pourrait classifier leurs affirmations comme étant de l'information qui est non valide. Puis c'est ça que je vais élaborer dans mon système d'évaluation probabiliste des connaissances de l'humanité. Donc, c'est ça, parce qu'on vit à une époque où est-ce qu'il y a une source incroyable d'informations que l'on retrouve sur Internet, dans différentes parutions, un peu partout dans les journaux. La masse d'informations croît, je veux dire, presque exponentiellement, dans le fond, là, à chaque décennie. Donc, c'est important que, pour ne pas perdre le contrôle de la valeur informationnelle, il faut être capable de faire certains créneaux, certaines catégories, que là, on va pouvoir placer l'information là-dedans selon leur pourcentage de véracité. Parce que sinon, sur Internet, vu que tout le monde peut contribuer à rajouter de l'information, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça vient nécessairement avec une grande qualité, une vérification de l'information, etc., des sources, un croisement de l'information. Dans le fond, un peu n'importe qui peut écrire là. Donc, c'est pour ça que le grand système de classification probabiliste des informations, lui, va permettre d'assurer une certaine cohésion, une certaine cohérence qui finalement va nous mener à plus de vérité au bout du compte pour toute la civilisation et pour quiconque voudrait s'intéresser à des systèmes informationnels dans la grande architectonique de l'information, du savoir de l'humanité. Donc en fait, il y a une espèce d'inutilité de la croyance en l'égalité de toutes les théories, toutes les idées, toutes les informations. Il n'y a pas d'égalité parfaite en toute cette information-là. On peut créer une espèce de hiérarchisation de la connaissance, du plus vrai au moins vrai. Donc, par exemple, si je dis « la Lune est faite en fromage », cette information-là, il y a moins de chances qu'elle soit vraie que si je dis « la Terre ou la Lune sont faites de pierre ». Donc, la Lune n'est pas faite en fromage, elle est faite en régolithes, en différentes pierres, qui sont en fait des minéraux là, du tableau périodique, des éléments chimiques. Ainsi, la meilleure façon de se figurer comment on peut évaluer la pertinence d'une connaissance, c'est de s'imaginer par exemple des cercles concentriques, un peu comme une cible de dard. Et puis au centre, le bullseye, ça c'est le noyau dur de connaissances. C'est les connaissances qu'on est le plus certain à notre époque, qu'ils ont le plus de validité, de pertinence, qu'on va voir selon différents critères, qui finalement, cette information-là, il n'y en a pas beaucoup qu'on peut placer dans le bullseye, parce que justement, ça demande énormément de validation théorique, de validation observationnelle, de validation non seulement empiriste, mais aussi au niveau, si possible, de l'évaluation rationaliste et puis logique, en fonction des différents types de logique qu'on connaît dans l'humanité, qu'on a élaboré à différentes époques, y compris celle du futur. Donc, si on reprend l'exemple vraiment spécifique de la Lune est faite en fromage, mais celle-là, on peut se douter facilement que cette information-là, on la place à l'extrémité complète de la cible, dans le dernier cercle concentrique, parce que là, on se dit, OK, la Lune, elle ne semble pas faite en fromage, ça ne peut pas être un fromage qui aurait été fait avec du lait de vache, etc. On peut sortir toutes sortes de preuves qui font en sorte que ça, on sait que par défaut, c'est hautement improbable. Donc, c'est pas de l'information que finalement on devrait enseigner aux enfants, on peut dire que certains peuples à travers l'histoire ont déjà cru que la Lune était faite en fromage ou que les petites étoiles, les petits points scintillants qu'on voyait dans le ciel, c'était pas des étoiles, mais c'était des trous dans l'espèce de grande sphère finalement céleste, comme les Grecs l'expliquaient. Ça, on sait aussi que c'est faux. Donc, on peut établir un niveau de probabilité en fonction de chaque connaissance qui nous est soumise. Cette normalisation-là des informations de l'humanité va nous permettre d'assainir la connaissance, l'épurer, afin d'aller vers la prochaine étape qui est d'aller dans l'espace. Et puis, dans le but aussi de ne pas contaminer les futures générations avec des vieux récits de l'humanité qui sont dépravés, qui sont dépassés,
qui sont plus à jour, qu'on sait hautement improbables. Ça donne rien de donner cette information-là dans des banques, des bases de données qui seraient retransférées, par exemple, dans des vaisseaux pour les générations futures qui vont converger vers une prochaine étoile. Ça donne rien de leur donner l'information que la Lune est en fromage dans le tape, là, leur programme informatique qui vont leur enseigner les connaissances qu'il y avait à savoir sur la planète Terre, la création de la Terre, l'humanité, etc., son développement, l'histoire. Il y a des informations qu'on peut les épargner afin de ne pas les distraire pour rien, qui se concentrent vraiment sur les informations importantes à savoir, et puis c'est ça, les plus probables. Et puis non seulement ça serait bon pour les futures générations de l'espace, ou mettons, de la colonisation du système solaire, mais aussi pour une personne qui resterait sur Terre. Si, par exemple, elle est néophyte dans un sujet, est en quête de spiritualité, elle cherche certaines réponses à des questions existentielles, ben, en regardant un étiquetage plus spécifique qui était fait par des spécialistes, ben, à ce moment-là, une personne qui s'intéresse, mettons, à des religions ou à des mouvements idéologiques quelconques, des sectes, ben, ça lui permettrait à l'avance de voir que finalement, dans cette avenue-là, il y a des gens qui ont évalué que les connaissances qui étaient véhiculées dans tel type d'idéologie, par exemple déiste, que les probabilités pour que ça soit vrai, que ça ait une réelle répercussion dans la réalité, une réelle matérialité des propos qui sont avancés, mais à ce moment-là, si la personne sait à l'avance que c'est plus ou moins probable, que ça a été évalué par plein de gens, des spécialistes, à la limite des centaines de personnes, mais à ce moment-là, elle ne tombera pas dans le piège des sectes, dans le piège de certaines idéologies qu'on sait qui sont à la base fausses. Et puis, c'est pas vraiment de l'ordre des idéologies politiques, là, parce que ceux-là, habituellement, ils ne font pas intervenir de concepts, par exemple, divins ou des concepts immatériels. Ils ont toutes des résonances souvent très matérialistes, ou je dirais, bon, même si c'est des théories constructivistes, c'est quand même des constructions qui sont faites habituellement à partir de propos naturalistes ou physicalistes, mais en fin de compte, qui vont avoir une répercussion au niveau des sciences qu'on connaît, des atomes, des particules subatomiques, des lois de la physique conventionnelle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous attache à la réalité et non pas uniquement des théories là, construites, là, parfaitement abstraites, qui finalement, on ne peut pas les corroborer avec les constantes cosmologiques. Au fil des époques, en utilisant le concept de doute hyperbolique cartésien, qui a été amené par René Descartes, ça va nous permettre de toujours redouter des connaissances, qu'elles proviennent des connaissances de l'Antiquité ou avant, ou même par après à la Renaissance ou à l'époque moderne, ou même les connaissances du futur, comme j'expliquais tantôt, elles peuvent être aussi remises en question constamment par le doute hyperbolique, mais tout le temps en fonction de la classification probabiliste de l'information en général. C'est pareil comme quand vous allez à l'épicerie, il y a certains produits qui ont été analysés par des médecins, puis ils vont être capables de vous informer avec une gradation, par exemple de 1 à 5, à savoir est-ce qu'un produit est bon pour le cœur, la santé du cœur, est-ce que ça vaudrait la peine de le consommer, est-ce qu'il est néfaste pour la santé. Certains produits vont être écrits dessus corrosifs. Il y a des produits, bon, les paquets de cigarettes maintenant, il y a une information pour dire que c'est pas très bon pour la santé, etc. Il y a déjà des produits qui sont classifiés, catégorisés de plus ou moins bons pour la santé ou de plus ou moins nocifs. Eh bien, c'est la même chose avec les connaissances. On peut faire un étiquetage, à savoir, par exemple, selon mon système, d'un niveau de probabilité plus avéré, qui serait le niveau le plus certain, le niveau 1. C'est dans le fond hautement probable. Le niveau 2 serait probable, donc on est encore dans la sphère de l'acceptable. Le niveau 3, lui, ce serait la catégorie qui serait le pilier entre les deux sections, qu'on est de plus certain à moins certain. Donc, la troisième catégorie serait quand même au niveau probable, mais à moitié probable, puis à moitié improbable. Ce qui fait en sorte que ça, c'est des sujets qu'on n'est pas tout à fait capable encore de certifier que ça tend plus vers la véracité ou vers l'improbabilité réelle. Ensuite, la catégorie numéro 4,
qui, elles, on tendrait plus vers une théorie ou une information qui serait improbable. N'est pas hautement improbable, mais elle commence à être assez incertaine pour qu'on le souligne dans la classification universelle des connaissances de l'humanité. Ensuite, le niveau 5, ultime, que là, l'information qu'on va classer, classe 5, c'est vraiment de l'information qui est hautement improbable. Comme par exemple le fait que la Lune est en fromage, qu'il y aurait un Dieu créateur de l'univers, ça on n'est vraiment pas certain. Que la Terre est plate, qu'on a été créé par les extraterrestres, que les sorcières existent, les vampires n'existent pas, selon la classe 5, c'est très improbable. Les loups-garous n'existeraient pas, ça serait été confondu dans l'histoire avec une hyperpilosité. Les lutins n'existent pas, les fées n'existeraient pas, c'est hautement improbable. Le Père Noël n'existerait pas dans une réalité alternative. Les différents récits ontologiques apportés par les religions, que ce soit polythéiste, déiste, comme je disais, tout simplement monothéiste, toutes les versions apportées par les tribus primitives seraient des approximations finalement de la création du monde selon le Big Bang. Donc ne pourraient pas être gardées dans le noyau solide des connaissances les plus hautement probables, ainsi de suite. Donc en faisant un rapprochement au maximum avec tous les critères qu'on sait que ça pourrait nous rapprocher le plus possible d'une vérité absolue entre guillemets, en sachant bien que, comme j'expliquais, qu'il y a une incomplétude théorique qu'on n'atteindra jamais la vérité à 100%. Nos modèles théoriques sont toujours imparfaits en soi, parce qu'il n'est pas possible d'avoir une théorie parfaitement descriptive de la réalité du monde, comme j'expliquais, en utilisant des critères primordiaux comme l'évaluation en fonction de la réalité physicaliste, des techniques de reproductivité apportées par l'empirisme scientifique, la réfutabilité possible ou non d'une théorie. Donc, si elle n'est pas réfutable selon la théorie de la connaissance, à ce moment-là, ce n'est pas une information qui peut être vraiment reçue, donc elle devient plus improbable. En fonction aussi des critères de rationalisme, en fonction des critères de logique, par exemple la logique aristotélicienne, la logique formelle, la logique informatique, la logique quantique, tous les types de logique, de systèmes, de configuration, de hiérarchisation de la connaissance en fonction de règles logiques précises peuvent nous apporter à un certain point où est-ce que là on est de plus en plus certain que la connaissance elle va se rapprocher du bullseye, de la pureté de la connaissance, de vraiment une connaissance qui est presque certaine. Donc, au final, non seulement ça va permettre de faire une espèce d'épuration du savoir pour notre propre civilisation, à proprement parler, mais aussi, advenant le cas qu'on fasse une rencontre du troisième type avec une autre civilisation extraterrestre, bien là, à ce moment-là, on pourrait leur montrer qu'on a vraiment nettoyé toutes nos connaissances ancestrales qui étaient vraiment de l'ordre plutôt des légendes, des récits fantastiques, de connaissances molles, finalement, qu'on n'était pas certain au tournant de la modernité que ces informations-là étaient véridiques, mais en montrant qu'on a vraiment tout gardé les informations les plus certaines, puis que notre civilisation, on va baser essentiellement nos grandes catégorisations de structuration sociale sur ces connaissances les plus solides-là, ben à ce moment-là, on est plus en mesure finalement d'être comparé à d'autres civilisations qui ont des grands systèmes de connaissances, qui sont plus véridiques, qui ont une plus grande qualité, une plus grande véracité, et non pas avoir une grande quantité d'informations que là-dedans on sait que la moitié c'est pas bon ou le trois quarts est boiteux entre guillemets parce qu'on n'a pas été capable finalement d'évaluer qu'est-ce qui était le plus probable ou non. Donc, ça ne serait pas seulement pour nous, mais ça serait vraiment au niveau universel d'acceptation de la connaissance à l'échelle de l'univers. Que même d'autres civilisations pourraient prendre cette information-là puis construire aussi leur système théorique, le renforcer, et puis pas nous critiquer parce que nos systèmes sont faibles, n'ont pas été validés par la science, n'ont pas été validés par différents mécanismes de vérification.
essentiellement, l'humanité comme ça, on passerait à un autre niveau de connaissance, où est-ce que là, on arrêterait à croire à des histoires à dormir debout, à des trucs que finalement personne n'a jamais pu prouver en aucune circonstance. Ce sont que des connaissances qui sont flottantes, qui n'ont pas de résonance, je veux dire, à l'échelle, par exemple, des systèmes planétaires, ou des galaxies, de l'univers ou des multivers. Dans un multivers possible en tant que tel, un certain niveau de connaissance est possible en fonction, comme j'expliquais dans d'autres conférences, des lois fondamentales qui vont régir cet univers-là, les constantes cosmologiques, les constantes de la physique, par exemple la loi de la gravité, la vitesse de la lumière, etc. Il y a des constantes qui sont spécifiques à chaque multivers. Donc ça se peut que d'un multivers à l'autre, la masse d'information ne serait pas tout à fait pareille, ne serait pas tout à fait égale, égalisable. On ne pourrait pas uniformiser la connaissance à l'échelle du multivers, mais à l'intérieur d'un univers lui-même, là, à ce moment-là, c'est possible de se rapprocher d'une connaissance très, très précise qui va nous rapprocher de la vérité, comme j'expliquais tantôt, absolue, mais en sachant pertinemment que dans un système probabiliste de la physique quantique, on ne peut jamais arriver à une vérité à 100%, mais s'en rapprocher de plus en plus au fil des millénaires qui vont passer, et puis de l'établissement de notre réseau de connaissances qui est de plus en plus crédible et puis valide à cause des bons mécanismes d'auto-vérification qu'on s'est donnés au niveau de notre civilisation humaine. Et puis, au contraire, ce qu'on pourrait placer dans le bullseye rouge, ou plutôt dans le noyau solide de connaissances, bien évidemment, c'est tout ce qui a rapport aux sciences en premier lieu, qu'est-ce qui peut être vérifié dans les laboratoires, en répétant des expériences plusieurs fois. Donc, toutes les connaissances, les théories qui ont plutôt attrait à les règles de la chimie, les expériences qui ont été faites en chimie, en physique, les observations qu'on a faites au niveau astronomique avec les télescopes, ensuite toutes les expériences qui ont été faites au niveau de la biologie, ce qu'on a pu observer dans les microscopes, que ce soit le microscope optique, dans le fond qui va à peu près jusqu'à 1000X, et puis ou sinon les microscopes électroniques, ce qu'on a observé aussi au niveau atomique, quand des compagnies comme IBM sont capables de relier des atomes ensemble pour faire des petits bonhommes ou quoi que ce soit, on est capable quand même de voir l'atome avec un microscope électronique. On ne voit pas à l'intérieur, mais encore là, à l'intérieur des atomes, toutes les lois qu'on a trouvées, le catalogage des particules subatomiques avec l'accélérateur de particules, toutes les caractérisations qu'on a trouvées sur les particules fondamentales qui composent l'atome, qui composent les protons, les neutrons, les électrons. Ensuite, c'est ça, toutes les observations astronomiques qu'on a faites, non seulement dans notre système solaire, avec des télescopes, avec toutes sortes d'appareillages, des satellites.